Chers auditeurs de Radio Courtoisie, bonjour. Heureux de vous retrouver en ce lundi 2 août avec deux invités prestigieux que je vais présenter dans un instant. Simplement, je voudrais préciser que cette émission a été en fait enregistrée le 6 juillet et donc vous ne pouvez pas intervenir pour poser des questions puisque c'est une émission enregistrée au même titre d'ailleurs que celle du lundi 30 août prochain. Mes deux invités sont respectivement dans le studio le professeur François-Georges Dreyfus, que vous êtes nombreux à très bien connaître, bien évidemment. Et si je l'ai invité, c'est parce que j'avais besoin d'une personne maîtrisant particulièrement bien l'histoire pour avoir une discussion au téléphone avec notre autre invité, qui est le colonel Georges Hirtz, qui fut l'ancien chef du cabinet civil du général Weygand. En effet, nous allons parler de cet ouvrage consacré au général Weygand, dont le titre est exactement Weygand, année 1940-1965, que vient de publier Georges Hirtz. Et donc, c'est toute une évocation historique à laquelle nous allons consacrer cette émission. Mais tout d'abord, je vais vous donner quelques informations en regard de l'actualité et quelques informations en regard d'activités à venir. Et nous entrons maintenant dans le vif du sujet qui nous réunit aujourd'hui. D'abord, un grand merci au professeur François-Georges Dreyfus. J'ai tenu, compte tenu de son autorité, compte tenu du fait également que j'aurais peut-être été un petit peu partial, puisque lorsqu'on parle de Maxime Weygand, évidemment, cela réveille chez un certain nombre d'antigaullistes des sentiments de sympathie. Et je ne voulais pas fonder cette émission sur un seul préjugé affectif. Je voulais également un analyste historique, un historien, et quelle meilleure personnalité que François-Georges Dreyfus pour traiter de ce sujet, puisqu'il ne fait pas partie des antigaullistes, pour traiter sans la passion que j'aurais peut-être mis moi-même de ce sujet à nos côtés, et pour interroger Georges Hirtz. Nous avons le grand bonheur d'avoir avec nous Georges Hirtz, qui fut donc... Ah, bonjour mon colonel. Justement, j'étais sur le point de vous présenter Georges Hirtz, qui fut le chef du cabinet civil du général Weygand en 1941 et qui vient de publier ce remarquable Weygand, année 1940-1965. Alors, je vais, en préambule et avant d'interroger nos deux invités, vous donner deux éléments. Tout d'abord, ceux de nos auditeurs qui souhaiteraient se procurer ce livre. Prenez un crayon et notez. Ce livre a été édité directement par Georges Hirtz lui-même, dont je vous donne l'adresse Al-Qoudia, un mot arabe, A-L, plus loin, K-O-U-D-I-A, virgule, chemin des Hauts de Malouès, chemin des Hauts, H-A-U-T-S, de Malouès, M-A-L-O-U-E-2-S-E, 13 080, Luynes, L-U-Y-N-E-S. Je relis. Al-Qoudia, chemin des Hauts de Malouès, 13 080 Luynes. Je vous donne le téléphone 04 42 24 11 94. Et vous pouvez vous procurer cet ouvrage par un chèque à l'ordre de Georges Hirtz au prix de 26 € l'exemplaire, port compris. Maintenant, et avant que d'inviter nos amis à s'exprimer, je voudrais vous dire qu'elle vient de paraître dans le numéro du 4 juillet un excellent article de Philippe Maxence que j'ai sous les yeux, paru dans l'Homme Nouveau, et dont je vais vous donner lecture parce que je crois qu'il positionnera déjà notre débat. Weygand, année 1940-1965, membre du cabinet civil du général Weygand, alors que ce dernier était en Afrique du Nord pendant la Seconde Guerre mondiale, Georges Hirtz a voulu apporter son témoignage. La figure de Weygand continue de fasciner aujourd'hui encore, le plus souvent en raison de l'origine mystérieuse de sa naissance qui a suscité et suscite encore bien des controverses. Georges Hirtz préfère s'attacher à l'œuvre du général pendant la période troublée de 1940 à 1945, ainsi qu'aux dernières années du bras droit de Foch. Rappelé d'extrême urgence en 1940 pour remplacer Gamelin, le général Weygand ne peut contenir l'avancée des troupes allemandes. Comme le maréchal Pétain, il préconise l'armistice. Dans son esprit, il s'agit de préparer la revanche et va s'y employer en mettant sur pied l'armée d'Afrique, véritable fondation du plus fort contingent français engagé dans la libération du pays.
Son activité et le danger qu'il représente n'échappent pas aux nazis. Arrêté par la Gestapo, il est fait prisonnier et transféré en Allemagne. Hitler avait donné l'ordre de l'abattre, mais l'amiral Canaris aurait refusé d'obéir. Il n'en reviendra que pour être accusé de collaboration et être emprisonné le 8 mai 1945, le jour de la victoire. La haute cour de justice délivrera finalement un non-lieu. Pour Georges Hirtz, le général Weygand, en organisant l'armée d'Afrique, fut l'un des artisans de la victoire. Il montre la continuité entre l'action de Weygand, de Giraud, de Juin et de Delattre. Continuité que fera d'ailleurs ressortir, lors d'un dîner en l'honneur du général Weygand, le maréchal Juin dans un vibrant hommage. À côté d'un plaidoyer en faveur de l'action de Weygand pendant la guerre, Georges Hirtz laisse apparaître à plusieurs reprises les qualités morales de l'homme, ainsi que son profond attachement à la foi. Fidèle à Dieu et à sa patrie, il a ainsi présidé l'Union universelle des Amis de Jeanne d'Arc et a soutenu l'œuvre civique de Jean Housset. Livre de ferveur, témoignage d'un proche collaborateur, cet ouvrage est aussi un livre engagé, honnêtement engagé. Il ne cache pas qu'il s'agit de donner une autre image que celle habituellement véhiculée par le général Weygand. Regrettons quelques erreurs minimes. Ainsi, le prénom de l'amiral Offand n'est-il pas Gabriel, mais Paul. Et au-delà de ces détails, le livre de Georges Hirtz retrace l'itinéraire d'un grand soldat et d'un chrétien. C'est un article paru dans l'Homme Nouveau par son rédacteur en chef, Philippe Maxence. Georges Hirtz, nous sommes particulièrement heureux, le professeur François-Georges Dreyfus et moi-même, de vous accueillir avec nous pour la plus grande satisfaction des auditeurs de Radio Courtoisie. Un petit mot de votre part pour commencer et ensuite je vais solliciter le professeur François-Georges Dreyfus pour vous soumettre à la question. Allô ? Allô ? Oui ? Ici Georges Hirtz. Je tiens d'abord à saluer Michel de Rostolan et François-Georges Dreyfus. Leur réputation n'est plus à faire. Ils m'honorent de cet interrogatoire, de cette interview, et je vais leur répondre en toute simplicité, en toute sincérité. Merci beaucoup, mon colonel. Alors, je vais passer la parole tout de suite à François-Georges Dreyfus. Cet article de Philippe Maxence nous a permis déjà de situer l'époque, de situer le général Weygand, le général Maxime Weygand. Nous allons peut-être commencer par cette époque difficile qui est l'objet de votre livre, les années 40-65, mais ce que j'aimerais ensuite, tant de votre part que de la part du professeur François-Georges Dreyfus, c'est resituer la vie de Weygand du début à la fin, c'est-à-dire quel personnage il était déjà en 1940. Mais je vais commencer par cette période difficile, puisqu'on a évoqué l'armistice, et je passe tout de suite la parole au professeur François-Georges Dreyfus. Lorsqu'au mois de mai 1940, le général Weygand, et vous le rappelez très remarquablement, mon colonel, je l'ai d'ailleurs dit dans le bulletin du CERT que je crois vous avoir envoyé, eh bien, le général Weygand se trouve devant une situation extraordinairement difficile qu'il essaye de maîtriser, mais il ne peut pas. Il ne peut pas en raison des erreurs dramatiques de son prédécesseur, le général Gamelin. Très vite, il pense qu'il faut conclure l'armistice. On lui en a terriblement voulu. Il est l'homme de l'armistice et aux yeux du général de Gaulle, c'est le cas le plus pendable que l'on puisse trouver. Sans quoi le général de Gaulle se trompait fortement. Il le dira d'ailleurs, j'y reviendrai dans quelques instants. Mais je voudrais, pour nos auditeurs, mais peut-être aussi pour vous, mon colonel, signaler une étude de mon collègue allemand Umbreit, qui, en 1990, à l'occasion du cinquantenaire de 1940, montre qu'un certain nombre de généraux allemands avaient envisagé, et on l'avait envisagé aussi à l'OKV, qu'il n'y aurait pas d'armistice. Que le gouvernement français s'installerait à Alger le 20 ou le 21 juin. Dès lors, je vous lis le résumé du texte du professeur Umbreit, parce que ça fait un grand livre. Dès lors, le 22 juin, selon lui, l'Espagne devrait déclarer la guerre à la France. C'est d'ailleurs prévu par une lettre de Franco à Hitler qui a été publiée, qui date du 16 juin, et qui a été publiée dans les archives secrètes de la Wilhelmstrasse il y a 30 ans. Pendant ce temps-là, la Luftwaffe s'attaque à la marine française. Dès le 23 juin,
l'armée espagnole du Maroc, et en particulier la Légion étrangère espagnole, les Tercios, s'attaque à l'armée française du Maroc français. Elle dispose de 4 à 5 divisions. Les Français, le général Noguès, ne dispose que de 2 divisions et demie. Simultanément, les Italiens attaquent la Corse et attaquent également sur la frontière tunisienne. Le 1er juillet, en tenant compte du temps que traversait l'Espagne, 2 Panzerdivisionen entrent en Allemagne, qui le 17 juin était sur la Charente, traverse le détroit de Gibraltar et attaque en direction de Rabat et de Fès, pendant que les Italiens vont plus loin en Tunisie et avancent profondément en Tunisie. Selon eux, dès le 5 juillet, Rabat et Fès étaient occupés et le 10 juillet, renforcés par le Panzergruppe Haute, le 5e et 7e Panzer, c'est-à-dire 4 divisions blindées, 4 divisions, la Wehrmacht entre en Algérie. Au même moment, la Tunisie est entièrement occupée, à l'exception de la base de Bizerte, et l'armée italienne entre de son tour en Algérie. Dès lors, Umbright pose une question. Attaqué à l'ouest par 6 divisions espagnoles et 4 Panzerdivisionen, à l'est par 4 divisions italiennes et 3 divisions allemandes, comment l'armée française d'Algérie aurait-elle pu résister sans aviation, sans appui naval sérieux? Combien de temps l'Algérie aurait pu tenir? En fait, à la fin de juillet, Alger aurait été occupée et toute la côte d'Afrique du Nord, toute la côte du Maghreb. En fait, en réalité, le général Weygand a eu raison de demander l'armistice. La guerre ne pouvait pas être poursuivie à partir de l'Afrique du Nord. C'est d'ailleurs ce que le général de Gaulle reconnaît en disant en 1941 au général Audic: n'avouez jamais que l'armistice ne pouvait être évité. C'est cité par Roussel dans son Charles de Gaulle qui vient de sortir chez Gallimard. Alors, je crois que ce premier élément est déjà fondamental. D'ailleurs, vous savez, comme moi, mon colonel, que Churchill estimait lui-même, et il l'a dit au général Georges, que l'armistice avait été une bénédiction pour la Grande-Bretagne. On pourrait ajouter que ça n'empêche pas la volonté pour le général Weygand, l'armistice, c'est une suspension d'armes. L'Allemand reste l'ennemi. Ce sont les instructions qu'il donne en particulier aux services qui sont chargés de camoufler du matériel en zone sud, en France et bien entendu en Algérie, au Maroc et en Tunisie. Ce sont les instructions aussi qu'il donne au 2e bureau et au service de contre-espionnage, au colonel Rivet et au futur colonel Payol. Il faudrait aller plus loin. Pendant tout l'hiver 40-41, le général Weygand patronne toute une série de négociations avec les États-Unis et le Royaume-Uni. On l'oublie un peu trop souvent, on dit jamais Vichy, car en fin de compte, le général Weygand, c'est peut-être le seul reproche, je crois vous l'avoir écrit, que je lui ferai, a été trop fidèle à Vichy à la fin. Et nous y reviendrons dans quelques instants. Mais que le général Weygand, en accord avec le maréchal, négocie avec Robert Murphy, qui est le consul général des États-Unis, et signe des mémorandums que je vais d'ailleurs publier dans la nouvelle édition d'Histoire de Vichy qui sortira fin octobre chez Fallois, et vous retrouverez ces textes. Visiblement, Weygand prépare la revanche. Et l'attitude que l'on aura à son égard après 1945, à un moment de sa libération, de son déportation en Allemagne, est proprement scandaleuse. Mais pendant toute cette période, et vous allez pouvoir nous préciser comment les choses se sont passées avec Murphy et avec les Américains pendant le temps où vous étiez chef du cabinet civil du général haut-commissaire en Afrique du Nord, il est bien évident que le général Weygand a joué un rôle déterminant. Alors, je disais tout à l'heure, il a eu tort d'être trop fidèle au maréchal. En fait, il aurait sans doute été judicieux que le général Weygand, qui avait la confiance totale des Américains, qui était bien vu des Britanniques, imaginons que ce soit Weygand
qu'il soit à Alger le 8 novembre 1942 vers midi ou vers 13 heures, et non point l'amiral Darlan, mal vu des Américains, détesté des Anglais. Je crois que les choses en Afrique du Nord se seraient passées d'une manière tout à fait différente. Alors bien sûr, ça aurait peut-être été la fin politique du général de Gaulle, mais ça aurait été sans doute l'intérêt de la France. C'est un élément que l'amiral de Gaulle, bien entendu, n'a même pas envisagé, mais qu'on peut peut-être envisager aujourd'hui. Voilà, en tout cas, moi, c'est tout l'intérêt que j'ai pris à votre livre, mon colonel. Et l'intérêt essentiel, c'est vraiment de dire que le général Weygand est le modèle de ceux qui, à mes yeux, en tout cas, ont été à la fois des partisans de la Révolution nationale, n'ayons pas peur de le dire, comme dira d'ailleurs un jour le général de Gaulle, il le dira à l'imperfite. Travail, famille, patrie, c'est quand même pas si mal que ça. Eh bien, oui, travail, famille, patrie, c'est peut-être trois choses qui nous manquent aujourd'hui, nous ne le savons que trop. Les 35 heures, le mariage homosexuel et la politique européenne, c'est exactement le contraire. Eh bien, c'est ça ce que Weygand défend. C'est ça, et ça ne l'empêche absolument pas d'être anti-allemand. Et je crois qu'il faut absolument bien distinguer entre les partisans du maréchal qui veulent une réforme de l'État, et je montre dans mon livre, vous le savez, car il a déjà été publié, c'est une réédition, que toutes ces idées existent avant 1940. Eh bien, c'est ça ce que le maréchal essaye de faire. C'est ça ce qu'une bonne partie de l'opinion française accepte, souhaite, je dirais presque qu'elle le souhaite encore aujourd'hui. Eh bien, Weygand a été, je l'ai écrit dans l'avant-dernier numéro de la Nouvelle Revue d'Histoire, vous avez peut-être vu, Weygand est peut-être le modèle du maréchaliste incontestable, mais germanophobe et anti-allemand, incontestable aussi. D'ailleurs, les Allemands ne s'y sont pas trompés, ils l'arrêtent le 10 novembre ou le 11 novembre 1942. Voilà, mon colonel, en tout cas, si vous pouviez nous préciser comment on voyait au cabinet du général Weygand ce qui se passait avec les Américains, ce serait, je crois, une précision intéressante. Merci beaucoup, en tout cas, pour votre livre, mon colonel. Vous venez de dire, monsieur le professeur, que Weygand avait été peut-être trop fidèle au maréchal Pétain. Je crois que l'on peut tempérer cette pensée par le fait que Weygand est de ceux qui ont su dire non, même au maréchal Pétain, chaque fois qu'il estimait que les intérêts de la France n'étaient pas dans l'ordre des idées du jour. Je rappellerai d'abord la charge très concluante de Weygand contre les accords d'Arlan-Varlimont, ces accords qui poussaient la France, qui l'inclinaient vers une collaboration militaire avec l'Allemagne, une véritable collaboration. Et là, on peut dire que l'amiral Darlan, si respectable que soit son personnage, Darlan était allé beaucoup trop loin et se trompait. Tout à fait d'accord. Voilà. Le deuxième point, Weygand trop fidèle à Pétain. Lorsque le général Giraud et le général Chambre sont venus trouver sont venus trouver Weygand clandestinement pour le rencontrer en 1941 et lui demander de reprendre la tête des armées françaises dès qu'il serait possible de rentrer au combat, Weygand leur a dit très clairement: je ne pourrai entreprendre aucune action de ce genre, quel que soit l'ardent désir que j'en ai, sans avoir préalablement requis l'accord du maréchal Pétain. Je suis pour l'union, pour la discipline. Tant que le maréchal sera le chef de l'État, je n'aurai aucune cachotterie à lui faire. Alors, les Américains, le général Giraud, le général Chambre ont été très déçus, et Weygand, dans ses mémoires, précise: j'ai appris par la suite que le maréchal Pétain avait conféré à l'amiral Darlan des pouvoirs étendus pour le cas où lui, Pétain, serait hors d'état d'exercer le pouvoir. Or, en 1942, au moment du débarquement américain, lorsque j'ai réalisé que l'amiral Darlan
à l'instigation pressante du maréchal Juin, du général Bergeret, de l'amiral Moreau, prenait le parti de ne plus résister aux Américains et de repartir en guerre avec eux, j'ai dit au maréchal, nous n'avons qu'à soutenir Darlan, il a 20 ans de moins que moi, je n'ai pas à aller à Alger seul pour essayer d'y jouer un rôle. Si vous veniez, vous, maréchal, à Alger, je vous suivrai, y aller seul, je m'y refuse. Oui, c'est vrai. Je suis tout à fait d'accord avec tout cela. C'est bien ce que je reproche au général Weygand, si vous voulez, dans la mesure où il y a un problème, j'allais dire, d'opinion publique. Le général Weygand, jusqu'au mois de novembre 1942, a plus de prestige, même le maréchal le sait bien, que l'amiral Darlan. Et par conséquent, il aurait eu plus de poids face aux États-Unis et son état de santé lui permettait, car après tout, il va encore vivre presque 23 ans. Après 42, il a un état de santé absolument extraordinaire, le général. Et par conséquent, je crois que c'est sur le fond, je comprends très bien la position du général Weygand. Je dis simplement que il y a un aspect opinion publique que le général Weygand n'a sans doute pas pris en compte, et surtout l'opinion du côté outre-Atlantique ou outre-Manche qui a joué considérablement, et qui fait que la position de l'amiral Darlan ne sera jamais exactement ce qu'elle aurait pu être celle qu'aurait eu le général Weygand. Voilà les raisons du reproche que je fais au général. Le général avait une conception très rigoureuse, mais très éclairée du respect de la hiérarchie, mais il était indigné par tout ce qui était dissidence, parti désordonné, manque de cohésion, de coordination de toutes les forces de la nation qu'il est important de grouper dans la reprise du combat. Et alors, comme il a vu que Darlan, dont la presse n'était pas bonne, il faut le dire, arrivait à prendre de l'autorité, quand il a vu que la cote de Darlan auprès des Américains et des Anglais commençait à remonter, il a été confirmé dans cette pensée que lui n'avait pas son rôle à jouer à Alger si le maréchal Pétain n'y venait pas. Mon colonel, j'interviens, c'est Michel de Rostelan au micro. Pour justement, après cet échange entre grands spécialistes que vous êtes, tant vous-même, bien sûr, mon colonel, comme témoin direct, que le professeur François-Georges Dreyfus, grand connaisseur de la Seconde Guerre mondiale, pour revenir à des questions de la part de quelqu'un qui a un point de vue plus béotien, cette autorité morale dont disposait le général Weygand, précisément dans les années 40, 41, 42, sur quoi était-elle fondée? Pouvez-vous rappeler pour l'auditeur qui nous écoute et qui pour une partie, à raison de son âge, ne connaît pas cette période, pouvez-vous nous rappeler quelle fut la carrière du général Weygand jusqu'à 1940 et quelle fut sa carrière militaire, bien sûr, et sur quoi était fondée son autorité morale? Je voudrais dire en même temps à nos auditeurs que vous écoutez Radio Courtoisie, le libre journal de Michel de Rostelan, que nous sommes aujourd'hui à l'écoute le 2 août, mais qu'en vérité, cette émission a été enregistrée le 6 juillet. Vous ne pouvez donc pas envoyer de message puisque cette émission est préenregistrée. Et j'aimerais, mon colonel, vous qui fûtes le témoin direct, nous dire un peu, nous rappeler ce qui fondait l'autorité, je dirais, légitime et naturelle du général Weygand en 1940. Je vais vous répondre avec précision, mais je vais vous demander de me laisser quelques minutes, il faut que je m'absente et je reviens tout de suite. Alors, de ce cas-là, je me tourne vers le professeur François-Georges Dreyfus. Cher professeur, pouvez-vous nous rappeler un peu qui était Maxime Weygand? Je ne parle pas de sa naissance, qui pose de nombreuses interrogations, mais quel personnage? Et vous-même, cette même question, je l'adresse à vous-même sur l'autorité naturelle dont bénéficiait le général Weygand. Le général Weygand est un officier qui sort de Saint-Cyr, qui a fait l'école de guerre, qui va faire vraiment carrière, va commencer à être connu pendant la Première Guerre mondiale, quand il est le chef d'état-major du maréchal Foch, qui devient généralissime en 1918.
C'est lui, et on le voit sur les photos de l'armistice de 1918, qui a largement participé à la rédaction du texte et à la préparation de la convention d'armistice de 1918, bien sûr. Le général Weygand, c'est un homme de Foch. Et il va jouer très vite un rôle important, puisque dès 1929 ou 30, là j'avoue que je ne sais plus la date exacte, il va devenir le chef d'état-major de l'armée française. Et il va jouer ici un rôle dont on ne parle à peu près jamais, sauf bien entendu les biographes de Weygand, en particulier l'excellente biographie du regretté Bernard d'Estremaux sur Weygand, qui est apparu chez Perrin ou chez Fayard, je ne sais plus. Mais il est un chef d'état-major qui se heurte à toute une série de difficultés. D'abord parce que le pacifisme en France est considérable et que tous les ans on rogne sur le budget de la défense. Comme vous le voyez, ce n'est pas seulement d'aujourd'hui. Ce pacifisme dans quel milieu ? Pardon ? Ce pacifisme dans quel milieu ? Oh, dans tous les milieux. Il faudrait presque dire dans tous les milieux. D'abord, dans le milieu rural, pour une raison très simple. Il suffit que nous allions dans nos villages à la campagne pour voir ce qu'a été l'hécatombe. Il ne faut pas oublier que sur les 100 morts en pourcentage, il y a 53% de paysans sur les morts de la Première Guerre mondiale, ce qui est quand même considérable. Ce qui veut dire environ 700 000 paysans, ou 700 à 800 000 paysans qui vont disparaître, ce qui est énorme. Donc, un pacifisme rural, de gauche comme de droite. Un pacifisme normal, j'allais dire, excusez l'expression, venant de l'extrême gauche et de la gauche. Mais il y a aussi un pacifisme de droite. Et il ne faut pas du tout le négliger, il est important. Et on le retrouve au fond... je dirais, même d'une certaine manière, dans la presse, c'est vrai, mais aussi dans les livres. Les livres de l'auteur brillant de Clochemerle qui s'appelle Gabriel Chevalier, mais également un livre une pièce de théâtre d'ailleurs, qu'il ne faut pas négliger, d'un certain Jean Giraudoux, qui est un des grands écrivains de l'époque et qui explique que dans la guerre de Troie n'aura pas lieu, qu'il ne faut pas faire la guerre. Tout ceci est acclamé, applaudi, et il faut voir la place que cela tient dans la pensée française dans les années 30, et ça va durer jusqu'en 40. Et je crois que c'est un élément fondamental. On oublie toujours, parce que c'est vraiment mal pensant de le dire, que le 6 mars, dans la presse du 7 mars ou du 8 mars 1936, au moment de la remilitarisation de la Rhénanie par la Wehrmacht, à un seul journal qui invite à réagir brutalement contre le Reich, c'est l'Action française. Tous les autres reprennent quasiment d'une manière ou d'une autre « L'Allemagne envahit l'Allemagne », c'est le titre du Canard enchaîné, du mercredi suivant. Est-ce qu'il n'y avait pas également un aspect moral ? La France, sur le plan démographique, connaissait une situation tout à fait périlleuse, alors que l'Allemagne avait reconstitué sa fécondité après la Première Guerre mondiale. Non, c'est pas tout à fait exact. Il y a incontestablement une chute de la démographie française. Ça, c'est incontestable. Tout à fait considérable. Qui est considérable. Mais il y a une chute de la démographie allemande jusqu'à l'arrivée d'Hitler au pouvoir. Elle est aussi considérable qu'en France. La reprise de la natalité, c'est à partir... Hitler arrive au pouvoir en janvier 1933, donc on peut dire en 1934. Alors là, il y a incontestablement... En notant d'ailleurs que c'est lié à une politique familiale d'aide financière, que c'est celle que reprendra Reynaud dans la loi de 1939, et qui sera développée alors très fortement par le gouvernement de Vichy, et il faut le reconnaître. Le Code de la famille. C'est le Code de la famille, et qui sera maintenu par la 4e République et la 5e République jusqu'à la mort du général, enfin, jusqu'à la fin. Et la création de la fête des mères. Voilà. La fête des mères, il y a toute une série d'éléments qui jouent pendant cette période, et il ne faut pas oublier que, ça quand même pose d'ailleurs des problèmes, il naît plus d'enfants en 1942 qu'il n'en était né en 1935, alors qu'il y a 1 500 000 prisonniers en Allemagne.
Bon. Je crois que ce sont des éléments peut-être annexes, mais qui restituent. Il faut restituer ce climat, car il est complètement inconnu aujourd'hui. Non seulement il est inconnu, mais il est laissé totalement de côté. Il est même politiquement incorrect. Et c'est politiquement incorrect que d'avoir une politique familiale. Et je crois que beaucoup de nos problèmes liés à l'immigration, avec tout ce que cela implique, serait différent si la population française connaissait le même rythme de croissance avec une politique familiale à la Paul Reynaud, pour ne pas dire à la sauce Pétain. Bien, je crois que c'est une chose que, si vous voulez, moi j'ai le souvenir, j'étais tout gosse, j'étais en première, le voir mis en boîte M. Robert Prigent, qui venait d'être nommé ministre de la Population, et qui était mis en boîte par le Canard enchaîné, qu'il appelait le ministre de la Copulation. Bon, c'est très clair, cette politique antinataliste, antifamiliale, ce malthusianisme, eh bien, il règne dans toute la France de gauche, et aujourd'hui même au-delà de la France de gauche, il faut bien le reconnaître. Alors pour en revenir à l'autorité morale du général Weygand... Eh bien, le général Weygand, il va essayer de se défendre, et il va mettre en place ce que l'on oublie complètement, les divisions légères mécaniques qui sont quasiment des divisions cuirassées. Ce sont des divisions blindées qui ont autant de chars, certes, elles n'ont pas de chars lourds, mais elles ont autant de chars que les divisions cuirassées prévues par le général de Gaulle et qui seront mises en place entre 1938 et 1940. Il y en a même un peu plus, il y a 200 blindés dans une division légère mécanique et il y en a 180 seulement dans une division cuirassée. Donc des choses assez précises qui viennent d'être étudiées tout récemment et qui sont loin d'être négligeables. Weygand se bat là-dessus. Il se bat et en liaison avec les cavaliers, en particulier un personnage qui s'appelle le général Flavigny, il essaye de mettre en place justement une armée blindée, enfin un corps blindé, un corps mécanisé d'ailleurs, on ne parle pas de blindé à l'époque. Et Weygand n'est pas suivi. Ce sera vaguement repris par Gamelin, et on reprochera à Gamelin de ne pas avoir été jusqu'au bout. Gamelin lancera l'idée des divisions cuirassées, il faut lui rendre cette justice. C'est Daladier qui refusera de les mettre en place. Et ici, la responsabilité du pouvoir politique est considérable. Par conséquent, Weygand arrive avec un très grand prestige. Bon, il n'est plus tout jeune, en 1935, il est mis à la retraite. On le laisse partir avec d'autant plus de plaisir que, c'est un enquiquineur, c'est vrai. Excusez-moi pour cette expression, mais c'est vrai. Ensuite, il est catholique, il est monarchisant, il a tous les défauts. Alors, que va-t-on prendre? Un général beaucoup moins coloré, qui n'est pas stupide, comme on l'a dit, mais qui veut surtout faire plaisir aux politiques, et qui est le général Gamelin. Alors, cependant que nous essayons de rappeler Georges Hirtz, dont je vous rappelle qu'il est né en 1911 pour avoir été chef du cabinet civil du général Weygand en 1941, je vais vous donner lecture de 3 réponses à 3 questions que la publication Renaissance des hommes et des idées, dans ce numéro de juillet-août, publie, questions auxquelles il a bien voulu répondre. Première question, pourquoi en 2004 évoquer la figure de Weygand? Réponse de Georges Hirtz. Ma préoccupation a été de rétablir la réalité travestie, niée ou occultée concernant le rôle majeur déterminant du général Weygand au cours de la Seconde Guerre mondiale. Sur ce point, l'opinion a été mystifiée, dévoyée par les propagandes politiques visant à établir que, à la suite de l'effondrement de 1940, le sauveur de la France fut de Gaulle et lui seul. En réalité, l'apport essentiel à la reprise du combat fut celui de l'armée d'Afrique, armée refondée, dynamisée par Weygand, puis commandé par ses 2 lieutenants les plus proches, Juin et Delattre de Tassigny. Deuxième question posée par Renaissance, et les FFL, les Forces Françaises Libres, dont le rôle fut pourtant important, point d'interrogation. Réponse de Georges Hirtz, elles ont apporté une contribution courageuse, mais minoritaire. Elles n'ont jamais constitué que de petites forces d'appoint, n'arrivant à engager que 15 à 16 000 hommes répartis sur divers fronts, alors que Darlan, Giraud et Juin mobilisèrent 750 000 hommes et femmes en Afrique. La deuxième DB de Leclerc appelle une observation du même ordre. Sans Weygand, elle n'aurait pas existé.
Leclerc n'avait derrière lui que quelques 3000 hommes, alors qu'il en fallait 17 000 pour pouvoir constituer une division blindée conforme aux normes américaines. C'est grâce à la bienveillance de Giraud et de Juin que d'excellentes unités de l'armée d'Afrique ont été jointes au petit noyau de la force Leclerc pour former cette deuxième DB. Même occultation systématique concernant Medjez el-Bab, première victoire française de la revanche, remportée les 19 et 20 novembre 1942, sans le concours du moindre élément FFL. Elle n'est jamais commémorée et l'on oublie souvent que la victoire de Tunis en mai suivant amena la capitulation des forces allemandes et italiennes engagées en Afrique, dont la redoutable Afrika Korps de Rommel, et laissa entre les mains des Alliés 257 000 prisonniers, parmi lesquels se trouvaient une trentaine de généraux et un maréchal italien. Et enfin, troisième et dernière question posée par le journal Renaissance des âmes et des idées. Quelles ont pu être les motivations de l'acharnement de Gaulle contre Weygand, point d'interrogation. Réponse de Georges Wirtz. Elles paraissent inhérentes au fait que De Gaulle estimait devoir écarter ou écraser tous ceux qui auraient pu gêner sa conquête du pouvoir. Ce qui le hérissait, c'était que Weygand avait pleinement réussi là où lui-même avait échoué, constituer une armée importante, apte à participer en force au combat de la libération. Il lui paraissait intolérable que Weygand puisse être reconnu comme plus efficacement résistant que lui-même, ou qu'il soit dit que la politique de l'armistice, aussi audacieuse qu'habile, avait permis d'obtenir des résultats décisifs. De Gaulle ne supportait pas que le salut soit venu d'Alger, de Rabat, de Dakar, de Washington et pas de Londres. Autant d'évidences qui enlevaient toute fiabilité à sa prétention proclamée d'avoir constitué à lui seul le recours unique de la France et qui réduisait à néant sa condamnation obstinée de l'armistice qu'il qualifiait fallacieusement de déshonorante capitulation. Autant de manœuvres d'exclusion haineuse, d'accaparement s'inscrivant dans la suite des ruptures qui trop souvent ont déchiré le pays, révocation de l'édit de Nantes, affaire Dreyfus, drame des fiches et de l'expulsion des congrégations religieuses au début du XXe siècle. Il y avait pourtant place pour tous au banquet de la victoire de mai 1945, qui aurait dû être et qui n'a pas été la fête de la réconciliation nationale et de l'union de tous les Français. Voici donc trois questions largement développées par Georges Wirtz, à trois questions posées par Renaissance. Monsieur le professeur, votre sentiment sur ces réponses? Bien, je crois que monsieur le colonel Wirtz a parfaitement raison. Je voudrais ajouter une chose, même deux. La première, c'est que le prestige de Weygand est tel, c'est que quand Gamelin visiblement a échoué, c'est à lui qu'on fait appel. Or, on l'a nommé commandant des forces françaises au Moyen-Orient, avec d'ailleurs, semble-t-il, en arrière de tout cela, l'idée, ça peut nous paraître totalement saugrenu aujourd'hui, mais au moment de la guerre de Finlande, on a envisagé, tenez-vous bien, une offensive franco-anglaise débarquant au nord de la Finlande à Petsamo et prenant Mourmansk, marchant sur Moscou pendant que les troupes françaises du Moyen-Orient marcheraient sur Bakou et ensuite sur Moscou. Ce qui était évidemment assez absurde. Enfin, on refusait la guerre de mouvement en France ou en Europe pour aller la faire dans les plaines de Russie, ce qui évidemment aurait posé quand même quelques problèmes. D'autant plus que les moyens confiés au général Weygand au Moyen-Orient étaient relativement faibles. Mais donc il arrive, et il a un prestige tel qu'on pense qu'il va être le sauveur de l'armée française. Et il faut bien reconnaître que il s'en est fallu, si vous voulez, la politique du général Weygand, au mois de juin 1940, c'est d'essayer de faire un front continu qui partirait de la Moselle jusqu'à la Somme. Et c'est toute la bataille de la Somme et de l'Aisne, ce qu'on a appelé la bataille de France. Le drame, c'est que l'armée française, a perdu déjà le tiers de ses effectifs, et qu'elle ne fait plus le poids, que les Anglais ont purement et simplement disparu, que les Belges ont capitulé, et que par conséquent, l'armée française est seule, avec en face d'elle une armée qui est d'abord 2 fois plus nombreuse, plus que 50 divisions, la France en a 30, et d'autre part, évidemment, avec 10 divisions blindées, alors que les nôtres ont été mal utilisées et par conséquent n'ont pas pu rendre les services qu'elles auraient pu rendre.
En fait, Weygand se trouve devant une tâche insurmontable, et quand le front est rompu aux environs du 10 juin, eh bien, il pense dès ce moment-là qu'il faut faire l'armistice, qu'il faut signer un armistice. Ajoutons que c'est une idée qui existe déjà dans certains milieux depuis la fin du mois de mai, alors que Weygand n'y pense pas. Enfin, il y pense peut-être, mais il n'en parle pas. Il pense à sa bataille, alors que dans les milieux politiques, on commence à y penser. Et notons que c'est un conseil que le Vatican donne à la France dans un entretien entre M. François Poncet, ambassadeur de France, auprès du Quirinal, et donc auprès du roi d'Italie, et le Saint-Siège. André François Poncet. Non. Pas François, André François Poncet, oui, celui qui a été ambassadeur en Allemagne auparavant, qui est ambassadeur à Rome à ce moment-là, avec le Saint-Père. Alors ceci m'amène à poser une question, une interrogation, et vous me tendez un peu la perche. Dans les relations entre Weygand et le maréchal Pétain, cette espèce de pudeur, je dirais même de répugnance du général Weygand à aborder le domaine politique pour s'en tenir strictement au domaine militaire, et finalement à n'approuver l'armistice que comme tactique militaire, est-ce que ce refus de Weygand de toucher à ce qui serait plutôt du domaine de la politique ne s'explique-t-il pas par le mystère qui a entouré sa naissance? Écoutez, moi, tout est possible. Mais je pense qu'il y a surtout une vision très militaire des choses, en définitive. J'appartiens par ma belle famille. Je me souviens bien, cher président, et je crois que vous êtes dans une situation analogue. Enfin, votre père était dans une situation analogue. On voyait mal un général. Il y avait des officiers de réserve qui se faisaient de la politique. Le colonel de Larocque, par exemple, il n'est pas le seul, mais la plupart d'entre eux, même le maréchal Pétain, à partir du moment où il n'est plus président du Conseil supérieur de la guerre, bien, le maréchal Pétain s'occupe de problèmes d'éducation, il s'occupe presque plus de problèmes militaires. Et il y a là des choses tout à fait intéressantes, et je dirais d'un petit peu dans la conception française. Alors cependant, même en regard de cette répugnance de la chose politicienne, il n'en reste pas moins que Weygand, pour nous, c'est pas simplement quelqu'un qui a, édifié des nouvelles techniques militaires, de mobilité, de la cavalerie, enfin de l'arme mécanisée, mais c'est également quelqu'un qui est un repère sur le plan de valeurs force. Tout à fait. Alors ces valeurs force qui étayent cet esprit, je dirais, de renaissance dans un contexte où la France connaît des difficultés extrêmes, quelles sont-elles C'est d'abord, je pense, une vision très profondément catholique de la vie. Le général Weygand est un homme de foi, et il est très conscient que c'est par travers la fidélité au christianisme, la fidélité au catholicisme, que les choses peuvent se faire. Et ça, il en est profondément convaincu. Mais il est quand même très clair que même s'il est très proche, mais sans doute doit-il le rencontrer, ça je l'ignore, le général de Castelnau, il ne jouera aucun rôle dans la Fédération nationale catholique, qui elle a un rôle politique. Et cela rejoint, il y a cela, et c'est un des éléments certainement de la pensée du général Weygand qui ne se développera surtout après 1945 quand il n'a plus aucune fonction politique évidemment. D'ailleurs, entre autres, je dirais, héritage qu'a laissé Weygand par la suite, après la guerre, sur le plan civique, j'observe avec satisfaction, je ne le savais pas, mais je lisais tout à l'heure l'article de Philippe Maxence, dans lequel j'apprenais, je ne le savais pas, que Georges Hirtz avait présidé l'Union universelle des Amis de Jeanne d'Arc. Mais je rappelle que cette association... Le général Weygand, pas Georges Hirtz. Mais alors, par la suite, mais... Si. Georges Hirtz, mais le fondateur... et le général Weygand. Et le général Weygand, précisément. De même que c'est le général Weygand qui fut à l'origine d'associations comme le CEPEC, le Centre d'études politiques et civiques, qui de très nombreuses années durant a organisé des conférences, des débats... Et qui continue toujours, d'ailleurs sous un autre nom. Car que je sache, c'est ce qui se passe rue des Renaudes. Non, le CEPEC, le Centre d'études politiques et civiques, dont le dernier président fut François Louis II, n'existe plus maintenant.
mais toutes ces associations ont été... mais il y a également l'Union des intellectuels indépendants qui est... Oui, non, mais vous parliez tout à l'heure de Bernard Rousset. Et puis alors, il y a également l'action de la rue des Renaudes. L'action de la rue des Renaudes, à laquelle le général Végan a accordé son patronage. Alors voilà justement des ossatures, enfin je veux dire des organisations qui essaient d'établir des repères constants dans une société qui se dégrade ou dont les repères disparaissent. Est-ce que finalement, c'est pas le message le plus important dans le temps que nous a laissé Végan, c'est-à-dire une volonté de foi en l'avenir? C'est incontestablement cela. Le seul problème, c'est que quand le général Végan joue encore ce rôle, jusque dans les années 61-62, il a largement le soutien, je le dirais moi brutalement, comme je ne suis pas catholique, les coups de crosse ne me gênent pas, il a le soutien de l'épiscopat. Il a le soutien des grands cardinaux et archevêques français. Aujourd'hui, le gros problème, excusez-moi de le dire, c'est que c'est pas le cas. En dehors du cardinal archevêque de Lyon et du cardinal archevêque de Paris, de quelques évêques, nos évêques sont plutôt lamentables. Ils donnent en tout cas cette impression aux non-catholiques que je suis. Et il y a là un élément qui fait que ces forces d'avenir, eh bien, elles sont évidemment relativement... Elles ne sont pas véritablement soutenues en dehors de quelques actions, des charismatiques par exemple, et par conséquent, il y a là un élément que l'on ne doit pas négliger. Alors mon colonel, je crois que nous vous avons retrouvé. Allô? Est-ce que vous m'entendez, mon colonel? Ah, je vous entends mieux. Voilà. Alors, nous évoquions, pendant cette non-liaison, nous évoquions un petit peu l'héritage moral que nous a laissé le général Végan, notamment au travers de l'association des Amis de Jeanne d'Arc, au travers de son action avec Jean Housset, de son action à la fondation du Centre d'études politiques et civiques, le CEPEC, et bien d'autres actions, et parce que c'était un complément par rapport à la question que je posais lorsque vous nous avez momentanément quittés, à savoir quelle était cette autorité morale dont bénéficiait Végan déjà en 1940. Et alors peut-être pourriez-vous vous-même nous dire et dire à l'auditeur qui nous écoute et qui ne connaît pas forcément la vie passionnante de Maxime Végan, rappeler qui était le général Végan en 1940, qui était-il déjà? Allô? Oui. Alors, en 1940, Végan bénéficiait toujours, plus que jamais même, de l'aura de la part qu'il avait prise en 1914-18. Il bénéficiait de sa réputation de conseiller vainqueur de l'armée polonaise au moment de l'invasion de la Pologne en 1920 par l'armée soviétique. Il fut placé à la tête d'une mission militaire et il se rangea avec beaucoup de psychologie aux côtés du maréchal Pilsudski, et il le conseilla avec tellement de pertinence que la Pologne réussit à refouler les armées soviétiques et de reconquérir les frontières que le traité de Versailles lui avait données. Et qui avait-il notamment sous ses ordres pendant cette affaire de Pologne? Comment? Qui avait-il notamment sous ses ordres dans cette affaire de Pologne? Je ne me rappelle pas quelle était la composition de son état-major, mais je sais que la mission comportait 400 à 500 officiers supérieurs et subalternes, et parmi les officiers, il y avait Charles de Gaulle. C'est ce que je voulais vous faire dire, mon colonel. Comment? C'est ce que je voulais vous faire dire, mon colonel. Oui, Charles de Gaulle était là, et contrairement à ce que dit l'amiral de Gaulle dans sa philippique, le général de Gaulle n'a pas joué un rôle particulièrement sortant, particulièrement remarquable. Il a été un des 450 officiers qui accompagnaient l'armée polonaise. Bien, alors je vous laisse, mais nous allons revenir sur cette affaire. Je vous laisse poursuivre entre cette affaire de Pologne et 1940, ce qui a contribué à l'autorité morale du général Végan. Alors, après l'affaire de Pologne, il y a eu l'affaire du Levant, dont j'ai déjà dit quelques mots, qui a été extrêmement brillante et qui était interrompue uniquement par suite des remous de la politique intérieure en France. C'est l'arrivée du cartel des gauches
qui a voulu que Weygand soit remplacé par le général Saraï, lequel Saraï mit la pagaille partout et nous valut la guerre des Druzes. Et au Liban, l'autorité de Weygand était restée tellement grande que les Libanais demandaient le retour, les Syriens aussi, le retour de Weygand, mais le gouvernement français ne répondit pas à cet appel. Et après la Syrie, après la Syrie, Weygand fut nommé chef d'état-major général de l'armée, c'est-à-dire patron de l'armée en temps de paix, de l'armée de terre, et dans ses fonctions, où il ne resta qu'une seule année. Alors, je ne voudrais pas risquer de me répéter, parce que je ne sais pas si l'interruption a lieu à ce moment-là. Je signalais que Weygand a été chef d'état-major général de l'armée de terre du 1er janvier 1930 au 1er janvier 1931, c'est-à-dire pendant un an. Or, dans ses mémoires de guerre, De Gaulle affirme péremptoirement que Weygand n'a pas été seulement une année, mais 5 années durant, responsable de l'armée de guerre, de l'armée de terre. En imprimant une contre-vérité aussi énorme, on pense qu'on est amené à penser que De Gaulle entend charger Weygand de toutes les fautes, de toutes les erreurs de l'impréparation à la guerre par la France. Or, cette phrase ne peut pas résulter d'un lapsus. Quand on s'appelle De Gaulle et qu'on est général, on ne confond pas les dates à ce point-là. C'était donc prémédité. C'était pour charger encore les épaules de Weygand. Mais De Gaulle a toujours cru qu'il allait massacrer Weygand, et il n'y est jamais arrivé. Alors je poursuis. Weygand a donc été chef d'état-major pendant une année seulement, et après quoi il a été promu vice-président du Conseil supérieur de la guerre, assemblée de conseil et non pas assemblée de décision. Et à cette assemblée de conseil, qui comporte présidée par le président de la République, avec plusieurs ministres et une trentaine de généraux, au conseil, Weygand n'a pas cessé de dénoncer l'impréparation abominable de la France à une nouvelle guerre. Et comme il n'arrivait pas à convaincre les membres du Conseil, à une séance solennelle, il sortit de sa besace, de sa sacoche, un poignard nazi, un de ces poignards que Hitler faisait remettre à toutes les jeunesses hitlériennes. Il le planta dans la table du Conseil sous les yeux du président de la République en disant, pendant que l'Allemagne réarme dans tous les corps, marine, aviation, armée de terre, la France désarme, nous n'aurons bientôt plus que nos poitrines pour défendre nos frontières. Si solennelle qu'elle fut, cette déclaration n'amena pas le Conseil supérieur à changer sa politique d'abandon et la politique du chien crevé se développa encore. Alors, le général Weygand était donc dans la deuxième section de l'armée, vu son âge, en 1939. Il avait quel âge à ce moment-là? En 39 ou 65, il avait 72 ans. D'accord. Et il demanda cependant à reprendre un commandement, et on le chargea de prendre le commandement du théâtre des opérations au Moyen-Orient. Il rétablit donc, il retrouva Beyrouth, et c'est là qu'il établit l'état-major du commandement du théâtre d'opération en Méditerranée orientale. Et il y restait jusqu'au mois de mai 1940, lorsqu'il fut appelé par un télégramme secret de Paul Reynaud, le 18 mai, lui demandant de venir en toute hâte et dans la plus grande discrétion, de venir à Paris. Il arriva le 19, et là, le président du Conseil, Reynaud, en présence du vice-président du Conseil, maréchal Pétain, demanda à Weygand de remplacer le général Gamelin, alors que le front croulait sur les Meuse-Ardennes, alors que les armées du Nord étaient encerclées en Belgique, Hollande, et privait l'armée française de ses plus belles divisions.
Alors, mon colonel, je vais vous demander surtout de rester en ligne, mais je voudrais rappeler à nos auditeurs que vous écoutez Radio Courtoisie, ici Michel de Rostelan, c'est le libre journal donc de Michel de Rostelan, oui, du 2 août 2004, mais cette émission a été préenregistrée en fait le 6 juillet et j'ai le grand plaisir de vous faire bénéficier de ce témoignage exceptionnel de Georges Hirtz, qui fut le chef du cabinet civil du général Weygand en 1941. Et j'ai également dans le studio le professeur François-Georges Dreyfus. Alors, chers amis auditeurs, cette émission ne vise pas à retracer en une heure la vie passionnante du général Weygand. Je vous demande d'acquérir cet ouvrage, Weygand, année 1940-1965, tout à fait exceptionnel, au prix de 26 €. Vous pouvez le commander directement à son auteur, Georges Hirtz. Vous pouvez même lui demander sans doute une dédicace. Georges Hirtz, H-I-R-T-Z. Son adresse Al-Koudia, A-L plus loin K-O-U-D-I-A, chemin des Hauts de Malouès, 13 080, Luynes, L-U-Y-N-E-S. Téléphone 04 42 24 11 94. Au cas où vous n'auriez pas noté ces éléments, je laisse à Radio Courtoisie les coordonnées pour que vous puissiez commander cet ouvrage au prix de 26 €. Je voudrais également signaler que vient de paraître, avec notamment la contribution de Georges Hirtz, aux éditions du Rocher, un ouvrage volumineux qui fait 379 pages, réplique à l'amiral de Gaulle, préface d'Henri-Christian Giraud, avec la participation, je lis par ordre alphabétique, de Jacques c'est dans l'ordre indiqué sur la couverture, de Jacques Le Groignec, le général Le Groignec, Georges Hirtz, que nous avons l'honneur d'accueillir aujourd'hui en liaison téléphonique, Henri-Christian Giraud, qui est le petit-fils du général, Jean-Robert Gors, Yves Amiot, Jean Monneret, Patrick Erard, Fabienne Mercier-Bernadet, Arnaud de Chanterac. Alors, je voudrais vous poser la question, puisque nous avons, mon colonel, la chance également d'avoir ici, en liaison avec vous, le professeur François-Georges Dreyfus. Votre intervention dans cette réplique à l'amiral de Gaulle, est-ce que c'est plus une réplique à l'amiral de Gaulle ou plutôt une rectification d'un certain nombre de positions du général de Gaulle en regard en particulier de cette période évoquée dans votre ouvrage, pour lequel vous avez souhaité remettre les pendules à l'heure? Je dirais que il y a deux choses. Il y a d'une part les fanfaronnades, les arrogances de l'amiral de Gaulle qui incriminent tous les personnages qui n'ont pas suivi le général de Gaulle, et en particulier des généraux comme le général Georges et encore plus le général Weygand, qui sont traités par M. Philippe de Gaulle de capitulards. Cette injure, d'ailleurs, n'est pas une invention de Philippe de Gaulle, et les deux choses se trouvent mêlées, aussi bien les erreurs des mémoires de guerre du général de Gaulle que le livre de son fils, l'amiral Philippe. Car je lis particulièrement dans les mémoires de guerre du général de Gaulle. Le général Weygand, emporté par un courant qu'il renonçait à maîtriser, allait chercher l'issue à sa portée, la capitulation. Mais comme il n'entendait pas en assurer la responsabilité, son action constituée à y entraîner le pouvoir. Et cette insinuation est d'une perfidie absolument diabolique, et on se demande comment le général de Gaulle a eu l'outrecuidance de dire que Weygand recherchait la capitulation et recherchait à la faire endosser par le pouvoir. C'est à l'encontre de toute la vérité de ce qui s'est passé pendant ce mois de juin 40, pendant ce mois tragique, car les premiers qui ont parlé d'armistice et non pas de capitulation, ce sont précisément le président Albert Lebrun et le président Paul Reynaud à partir du 25 mai. Ce que vous dites là est essentiel, mon colonel, parce qu'on comprend très bien qu'il y a une contestation du général de Gaulle parce qu'il veut asseoir en quelque sorte sa légitimité,
ce que vous dites actuellement sur l'armistice, et on revient tout à l'heure au préambule remarquable et à la révélation que nous a apporté François-Georges Dreyfus tout à l'heure à partir d'un témoignage d'une personnalité allemande, Oui. est tout à fait essentiel. Pouvez-vous me rappeler, puis-je me permettre de vous demander de dire aux auditeurs quel est votre âge, mon colonel? Mon âge, il est très proche du centenaire. J'entre dans ma 94e année. Parce que je voudrais souligner le caractère tout à fait exceptionnel de cette émission que vous nous offrez aujourd'hui, mon colonel. C'est un témoignage qu'il aurait été vraiment particulièrement dommage de rater. Et surtout, je crois que vous, par vos engagements successifs postérieurs à votre engagement militaire et civil, vos engagements civiques et culturels, et même confessionnels, vous nous offrez une foi et une espérance dans l'avenir. Mais cette foi et l'espérance, je l'ai très solidement chevillée au corps, et j'espère qu'un jour, pas trop éloigné, la France reviendra aux valeurs de fondation, aux valeurs spirituelles, aux valeurs morales, autant qu'aux valeurs aux autres valeurs. Ce dont la France manque actuellement, c'est des perspectives d'avenir, c'est d'une grande espérance, c'est d'un grand projet. On est là bafouillé, à tourner en rond, et on ne fait pas les réformes qu'il faut faire. Et à ce sujet-là, on peut dire que le général de Gaulle n'a rien fait en matière de réforme de l'université, en matière de réforme de la sécurité sociale, en matière de réforme de l'abus du droit de grève, en matière de l'inflation des fonctionnaires improductifs. Il y a là tout un tas de vices fondamentaux dont la France est en train de mourir. Alors, je précise que cette réplique à l'amiral de Gaulle, puisque c'est le titre de cet ouvrage, est paru aux éditions du Rocher. C'est donc un ouvrage collectif qui est préfacé par Henri-Christian Giraud, le petit-fils du général Giraud, et qui fut d'ailleurs le rédacteur en chef du Figaro Magazine pendant un certain nombre d'années. J'aimerais, si vous le voulez bien, que nous écoutions, mon colonel, la réponse de François-Georges Dreyfus, qui lui est un gaulliste, en regard des remarques que vous venez de formuler, et de ce souci de rétablir un certain nombre de vérités par rapport à des déclarations très certainement injustes du général de Gaulle à l'égard, à l'époque, du général Weygand, mais sans doute dans un contexte où le général de Gaulle voulait asseoir une certaine légitimité. Bon, remarquez, je pense qu'il ne faut pas aller trop loin non plus. Le général de Gaulle, à partir de 1943, dispose d'une légitimité qui est incontestable et qui est peu contestée et qui ne sera vraiment contestée au fond que par les États-Unis. Et les relations, je crois que c'est un élément que nous devons prendre en compte. Ce sont les relations entre De Gaulle et les États-Unis. Et je voudrais revenir ici sur un problème dont on ne parle jamais. En 1942, M. Anthony Eden, secrétaire au Foreign Office, est à Washington où il est reçu par le président Roosevelt. Et au cours de la conversation, le président Roosevelt explique froidement à Eden qu'il faut refaire les cartes de l'Europe, il faut reconstituer la Lotharingie, et par conséquent réunir la Wallonie, la vallée du Rhin et l'Alsace dans un autre pays de telle manière à ce que ce soit vraiment un État rhénan qui soit constitué. Dans ses mémoires, Anthony Eden explique que j'ai été un peu sidéré, qu'il a été un peu sidéré et qu'il le fait remarquer au président Roosevelt. Il est évident que le général de Gaulle sera au courant. Or, ce n'est pas simplement une idée de Roosevelt. Cela se retrouve dans des documents américains au département d'État tout au long du mois de décembre 1942, quand on réfléchit sur ce que seront les frontières de l'Europe. Que De Gaulle ait peu apprécié cette vision américaine qui tendait au fond à démembrer la France, a certainement pas favorisé les rapports franco-américains et explique dans une certaine mesure l'hostilité du général de Gaulle à l'encontre du président Roosevelt. Alors, le président Roosevelt, en 1942, en veut-il au général de Gaulle au point d'enlever l'Alsace et la Lorraine à la France? C'est quand même une question qui n'est pas négligeable. Que de Gaulle, à partir de ce moment-là, ait joué violemment à l'encontre des États-Unis n'est quand même pas quand même des raisons qui ne sont
que l'on retrouvera alors tout au long et qui évidemment ne faciliteront pas les choses. Légitimité du général, eh bien, elle est liée dans une certaine mesure, je viens de le montrer dans un long article de la Nouvelle Revue d'Histoire qui vient de sortir sur De Gaulle et les communistes et dans lequel j'essaye d'expliquer justement comment, devant cette francophobie rooseveltienne, j'ai bien dit rooseveltienne, eh bien, le général de Gaulle est forcé d'aller chercher une aide ailleurs, et cette aide, malheureusement, c'est à Moscou. Et je crois que c'est un élément important que l'on néglige un petit peu trop. C'est vrai qu'il y a cette déclaration que l'on retrouve dans les mémoires d'Éden sans aller chercher dans les archives du département d'État. Voilà la réponse. Alors, quant aux réformes qui n'ont pas été faites entre 1940 et 1958, je crois que sur la sécurité sociale, à l'époque, le problème ne se pose pas énormément. La sécurité sociale est bénéficiaire jusque dans les années 74, du fait même qu'il y a plein emploi et que par conséquent, il n'y a pas de problème d'acédique à payer. Ça n'existe pas. Enfin, il y a 1% de chômeurs en France. Donc, les dépenses de chômage sont quasiment inexistantes. Donc, le problème de la sécurité sociale ne se bouge pas. La seule chose sur laquelle je serais tout à fait d'accord avec M. Georges Hirtz, et je dois dire, je suis payé pour le savoir, ayant été président de la commission universitaire du Parti gaulliste de 1962 à 1975, je dois dire que, sauf au temps de M. Pompidou, les tentatives de vraies réformes de l'éducation nationale sous De Gaulle ont été une série d'échecs. Et ici, le général porte sans doute une certaine responsabilité, car il y eut à un moment à choisir entre deux directeurs au ministère de l'Éducation nationale. L'un était un recteur, le recteur Capel, qui avait des idées très judicieuses sur la question, et l'autre s'appelait René Haby, et Christian Fouché a choisi René Haby. Et René Haby commence une carrière qui se terminera d'une manière au sommet de la hiérarchie, puis il sera ministre de l'Éducation nationale de 75 à 78, où il mettra en pièces tout le système universitaire français. Alors, mon colonel, je crois, c'est Michel de Rostelan à l'appareil, je crois il nous reste 3 minutes en liaison avec vous. Si vous aviez un message à adresser aux auditeurs de Radio Courtoisie, qui vont être nombreux à vous écrire pour commander votre ouvrage, un message par-delà même cette période 40-65 traitée par votre ouvrage, que diriez-vous? Eh bien, ce message pourrait être le suivant. C'est que, en dépit d'une vie entièrement consacrée au service de la France, une vie qui dura un long siècle, Weygand a été l'objet des agressions les plus perfides, les plus infondées de la part du général de Gaulle. Y compris post-mortem. Y compris le jour de sa mort. Or, la plus insigne, la plus impie de ces imputations criminelles sont l'incrimination du général Weygand, qui a été accusé de trahison et d'indignité nationale, et cette incrimination lui a été notifiée dès son retour en France. Il avait été libéré des prisons allemandes le 5 mai par les Américains. Il fut transféré à Paris et immédiatement enfermé au quai des Orfèvres comme un vulgaire malfaiteur. Pour mesurer l'inanité de cette injustice, de cette imposture, je pense qu'il faudrait imaginer que Clémenceau, pris de folie vengeresse, aurait, au soir du 11 novembre 1918, fait incarcérer Foch, Joffre ou Pétain, ou pourquoi pas tous les trois. Par le déchaînement de son délire de vengeance et d'exclusion, De Gaulle a replacé la France dans la suite des ruptures qui trop souvent ont déchiré le pays. La révocation de l'édit de Nantes, l'affaire Dreyfus, le drame des fiches et de l'expulsion des congrégations religieuses au début du XXe siècle. Il y avait pourtant place pour tous au banquet de la victoire qui aurait dû être, et qui n'a pas été, la fête de la réconciliation nationale et celle de l'union de tous les Français. Je reconnais, mon colonel, les dernières lignes de l'interview que vous avez bien voulu accorder à Renaissance des hommes et des idées,
qui va paraître dans le courant juillet-août 2004, que le Cercle Renaissance adressera très volontiers aux auditeurs qui souhaiteraient se le procurer. Il suffit de téléphoner au Cercle Renaissance au 01 42 27 48 22, 138 rue de Tocqueville, Paris 17e. Et dont, mon colonel, j'ai donné lecture tout à l'heure pendant cette coupure de liaison téléphonique, j'ai donné lecture précisément de cette interview que vous avez bien voulu accorder à Renaissance. Je voudrais vous marquer ma très vive gratitude parce que je sais que la liaison va se rompre. Je sais que le professeur François-Georges Dreyfus qui s'associe pleinement. Cher professeur, voulez-vous dire un mot à Georges Hirtz? Je veux dire que je suis plein d'admiration devant vous, mon colonel. À votre âge, vous écrivez un ouvrage qui est un ouvrage de combat, un ouvrage courageux, mais qui était nécessaire. Et à vous entendre, on vous croirait encore un jeune homme. Eh bien, merci en tout cas d'être venu ce matin, mon colonel. Moi, je suis très heureux de vous avoir entendu comme ça. Merci, monsieur le professeur. Merci, Michel de Rostolan. C'est un honneur très grand pour moi que d'avoir participé à cette émission. Et c'est une chance exceptionnelle pour les auditeurs de Radio Courtoisie d'avoir entendu ce message, ce témoignage qui s'imposait. À très bientôt, mon colonel, si vous le voulez bien. Merci. Merci infiniment.